Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise évidemment et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, quelle place pour l'exigence managériale? On va en parler avec Nicolas Duguay, il est le directeur général de Booster Academy. Il sera notre invité. Smart et Réglo avec Étienne Pujol, avocat en droit social, et nous parlerons du renouvellement du CSE. Il va tout nous dire dans Smart et Réglo. Le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Comment la France peut-elle retrouver le chemin de l'industrie malgré les efforts du gouvernement? La part de notre industrie diminue inexorablement d'année en année. On fera le point avec la ministre, elle est notre invitée. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la garde d'enfants, un secteur sous tension, un secteur qui recrute. On en parle avec Claire Lano, fondatrice, dirigeante de Babichou Service. Babichou, donc vous l'aurez compris, qui recrute. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et on parle de l'exigence managériale. Qu'est-ce que ça veut dire, l'exigence managériale? On en parle avec Nicolas Duguay. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Booster Academy. Alors Booster, comme son nom l'indique, il y a comme ça, c'est de l'énergie qu'on envoie. Vous écrivez beaucoup, parce que la dernière fois, vous étiez venu nous parler d'un autre livre, et là, vous sortez La minute qui fait vendre, 40 techniques qui augmentent la performance commerciale, sorti chez Maxima. Et là, dans ce dont on va parler à propos de cette exigence managériale, ça vient quand même un peu se heurter à des discours exactement contradictoires, et sur ce plateau d'ailleurs, de managers ou d'anciens managers qui disent « Attendez, aujourd'hui on est rentré dans l'ère de la bienveillance, il faut vraiment arrêter avec ce management un peu directif ». Et quand je vous lis, vous dites à peu près l'inverse. Oui. Attendez, qui a raison là? Alors clairement, en fait... Vous, j'imagine. Tout le monde a raison, je pense, mais je vais essayer de vous démontrer pourquoi moi je crois beaucoup à l'exigence managériale. Aujourd'hui, les entreprises chez Booster Academy nous sollicitent sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère de l'évitement convivial dans beaucoup d'entreprises où en fait on n'ose plus se dire les choses. Alors c'est lié à deux phénomènes, un conjoncturel qui est le plein emploi. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent du monde, donc on se dit on va pas être trop exigeant avec les collaborateurs, sinon ils vont se sauver. Ça c'est vrai, ça c'est la réalité du jour là. C'est la réalité du jour, les gens ont du mal à recruter, c'est vrai. Puis il y a un sujet évidemment qui est un peu plus structurel, qui est le sujet Covid. Mais en réalité, quand vous faites une conférence sur le sujet avec 1000 personnes dans la salle et que vous posez une question, qu'a fait votre manager favori pour vous? Oui. Il était gentil en 1, c'est ça? Évidemment que non, on ne vous dit pas il a été bienveillant et gentil. Ils vous disent il m'a fait progresser, il m'a appris des trucs, il m'a fait confiance. Bon, évidemment, il m'a augmenté, c'est pas plus mal non plus. Mais vous voyez, jamais on vous dit il a été gentil, quoi. Alors, moi, je suis pas contre la bienveillance, mais je dis toujours, déjà, quand on veut être bienveillant avec quelqu'un, il faut déjà qu'il y ait du bien, de son côté aussi. D'accord. Et quand vous lisez le bouquin du docteur Rodet, qui est celui qui a amené le management bienveillant en France, docteur Rodet dit quoi? Il dit il ne faut pas comparer la bienveillance avec le laxisme. Et si jamais il n'y a pas d'exigence, le modèle ne fonctionne pas. Le docteur Rodet dit tout l'inverse, qui lui dit évidemment il faut travailler sur la bienveillance, mais il faut travailler sur l'exigence, le fait de mettre les gens en zone de défi et de les faire progresser. Oui, j'ai commencé évidemment de manière un peu abrupte. Vous n'opposez pas la bienveillance et je dirais les exigences, mais vous dites il faut quand même qu'il y ait un cadre, une structure qui permette aux collaborateurs de pouvoir s'épanouir, parce que c'est tout l'enjeu. La bienveillance sans structure, on ne sait pas où on va. Et on est perdu, on est angoissé. C'est ça le danger. Et exactement, je dirais même le modèle tourne mécaniquement vers le bas si on n'est que sur la bienveillance. Et au final, on a des collaborateurs qui vont s'ennuyer et qui vont partir de toute façon. Très concrètement, le manager, vous dites, il faut qu'il donne des cadres. Vous dites qu'il faut aussi, alors ça c'est intéressant, lorsqu'on amène un élément négatif, parce qu'il arrive aussi que le manager soit dans l'obligation de donner quelques mauvaises nouvelles ou de recadrer ses équipes. C'est assez fréquent, mais vous dites qu'il faut quand même l'agrémenter de nouvelles positives. Expliquez-moi, c'est-à-dire que pour faire passer une pilule un peu douloureuse, il faut aussi amener quelques cadeaux, quelques bonbons. Oui, alors on appelle ça l'effet Losada. On dit qu'en gros... j'ai vu l'effet Losada. Ouais, rien à voir avec le Losada qu'on connaît. Non, d'accord, ok. L'effet Losada, il dit quoi? Il dit que globalement, une ou un feedback négatif doit être compensé par 3 feedbacks positifs. Ça, c'est au bureau. Sachez qu'à votre maison, c'est 5 contre 1. Bon,
c'est un autre indicateur à titre perso, c'est utile. Vous voyez, on accepte un feedback négatif si on a 3 feedbacks positifs. En fait, les managers, et je le comprends, sous tension, se disent, moi, j'ose pas trop le faire, parce qu'on se dit, on va être un manager un peu toxique si on est sur les axes de progrès. C'est tout l'inverse. Un manager toxique, c'est un autre sujet. C'est comme si vous mettez un boulimique devant un frigo, il s'arrêtera jamais. C'est un problème de DRH, ça. Mais la plupart des managers ont pour rôle, et ils peuvent le faire, de faire progresser leurs collaborateurs. Si vous êtes tout le temps concentré sur les tâches, vous allez en fabriquer. Or, vous pouvez être aussi en accompagnement des collaborateurs. C'est ce qu'ils attendent, des feedbacks pour progresser. Alors, ça, c'est un élément extrêmement concret parce que vous les croisez, ces managers. Certains vous disent j'arrive pas à reprendre une posture exigeante. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans son rôle de manager cool, pas trop directif. Globalement, il a, on appelle ça parfois même acheter la paix sociale. Tout va bien, puis un jour, il faut quand même reprendre les choses en main et il n'y arrive pas. Comment il fait là? On y va progressivement, on bascule en douceur ou on met un coup en disant voilà, là je vais changer de visage? En fait, c'est un sujet d'estime de soi, d'oser faire l'inverse de ce qu'on faisait pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Il faut dire les choses assez clairement. Moi, manager, collectivement, dire à ses équipes, j'ai envie de me mettre non pas en celui qui va regarder les compteurs, mais je veux mettre en celui qui va essayer de vous faire progresser. Donc, je vais me permettre de regarder avec vous ce que vous faites, non pas sur le résultat, mais sur le comment, d'accord, pour vous aider à progresser. Alors, il y a un sujet qui découle de ce management exigeant. On entend votre pensée, je dirais, ce que vous développez, mais il y a aussi des managers qui vous disent le monde a changé. C'est-à-dire que dès que je deviens trop exigeant, je prends le risque d'avoir des cas de harcèlement, je prends le risque de dire le mot qui ne va pas et braquer l'interlocuteur. C'est quand même, aujourd'hui, on est dans une zone extrêmement instable sur ces sujets-là. Ouais. C'est plus facile d'être bienveillant. Et en fait, s'oppose absolument pas. Les gens qui ont le plus d'exigences, et j'en vois beaucoup, sont souvent également les plus bienveillants. En fait, vous savez, c'est une balance effort-apport. Plus j'apporte à mon collaborateur, plus je peux être dans l'exigence. D'accord ? Le sujet, c'est ceux qui n'apportent rien et qui sont tout le temps dans l'exigence sur des indicateurs, par exemple. Ça, les gens ne supportent plus. Des pinailleurs, des vérificateurs. Exactement. Et qui n'ont pas de valeur ajoutée pour accompagner. Parce qu'en fait, ce que vous évoquiez au début de l'entretien, c'est que beaucoup de collaborateurs sont à la recherche d'un maître, de quelqu'un qui les fait grandir. Et dans les sondages qu'on a pu voir ici dans notre émission, les managers ne font pas grandir. Vous savez, c'est le bon terme. Michel Serres, le philosophe, dit l'autorité, c'est l'acte de faire grandir. Oui. On est en plein dedans, quoi. Personne ne reprochera à un manager de vouloir faire progresser. Ce qu'on reproche au manager, c'est dire t'as fait combien ? Il y a le concept, alors on a parlé de l'OSADA tout à l'heure, mais il y a le SAPAR que je trouve assez intéressant. Sens, argent, plaisir, apprentissage, reconnaissance. Oui. Est-ce que ça, c'est le cocktail idéal justement pour être dans la bonne distance, à la bonne distance avec son collaborateur? Exactement. On est là sur les 5 gros leviers de motivation. Moi, je dis toujours, la motivation, il faut regarder les choses assez clairement. Quand on demande à un enfant, va ranger ta chambre, le plus motivé, c'est pas l'enfant. Ou quand on... Je vous confirme. Voilà, et vous voyez, ou quand on dit à un chien lève la patte, le plus motivé, c'est pas le chien. Là, c'est pareil. On doit bien regarder ce qui motive le collaborateur. Et effectivement, ça tourne autour des notions de sens. D'accord ? D'argent. Vous avez mis sens au début. Le concept, c'est sens. C'est intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Oui. C'est le sens qui arrive en 1 et l'argent un peu plus loin. L'argent est là. Évidemment, évidemment. Et après, tous les managers n'ont pas le pouvoir à 100% sur l'argent, voire même sur le sens, puisqu'il y a une notion de raison d'être perso qui parfois n'est pas tout à fait alignée avec le sens où va l'entreprise. Mais l'entreprise, elle est là aussi pour se développer, avoir une stratégie. Nicolas Duguay, alors, une fois qu'on a posé ce cadre, ils vont où nos managers, ceux que vous croisez? Parce qu'en même temps, ils sont quand même tiraillés entre une direction qui aujourd'hui a des exigences. C'est vrai que les chiffres de l'économie sont positifs, c'est vrai que l'emploi va bien. Enfin, il y a une forme comme ça un peu d'ensoleillement de notre paysage économique, mais en même temps, les managers, ils sont dans la salle des machines. Et ils vous disent, moi j'ai un COMEX qui me met une pression incroyable, j'ai un N+1 qui me met une pression incroyable, et en même temps, moi j'ai des collaborateurs qui me disent, j'en ai ras-le-bol, je voudrais faire 3 jours de télétravail. Comment il fait là? Alors, déjà, il y a un premier truc, on a à peu près le même âge. On est quand même dans une période où on nous parle de plein emploi, ce qu'on n'a pas entendu depuis... Ah, ça c'est vrai. Bon. Donc faut quand même prendre du recul. On est dans la génération de ceux qui ont entendu le chômage dès leur naissance. Hein. Oui, et là je trouve qu'on a une chance formidable. Pour nos enfants, c'est extraordinaire d'avoir un marché de l'emploi comme ça, et moi j'en suis vraiment ravi. Donc évidemment, ça donne des ouvertures de marché. Il y a la logique des exigences en face managériale, mais vous savez, les COMEX réfléchissent aussi de plus en plus à comment on aligne les deux. Ils ne sont pas dans leur tour d'ivoire. Alors évidemment, il y a des exigences de résultats, mais finalement...
l'idée, je crois, quand on est dans une logique de COMEX, c'est de regarder comment je peux faire baisser la pression sur les managers en termes de contraintes. Et vous savez, quand on serre ce point hyper fort et que juste on lève le petit doigt là, c'est-à-dire qu'on gagne 4-5%, déjà on se sent mieux. Et moi, si j'étais le COMEX aujourd'hui, je réfléchirais à comment je fais baisser les contraintes, comment je travaille sur des choses qui vont plus vite, pour que le manager regagne du temps. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Pour conclure, on voit aussi des managers qui vous disent, moi je peux difficilement consacrer du temps humain, puisqu'en fait il est question aussi d'écouter, d'être dans l'écoute active, comme on dit, parce que je suis pris à des procédures administratives très bureaucratiques, même dans l'industrie, même dans le secteur privé. Ils s'en sortent pas. Enfin, c'est là où c'est compliqué. Ils ont des tableaux Excel à remplir, ils ont beaucoup de choses à faire remonter, comme on dit. Il y a très peu de place pour l'humain. Oui, absolument. Alors après, il faut bien regarder les choses. On voit tout de suite l'accompagnement, le feedback sur des trucs qui durent 7 heures. C'est faux. Si vous me coachez en prise de parole en public en 1 minute, vous allez me faire progresser. J'espère. Vous allez me donner un conseil. C'est votre métier, vous êtes un pro du sujet. Donc, vous voyez, on peut aussi se dire non, je ne passe pas 7 heures pour faire l'accompagnement. Je peux très bien travailler 2 minutes, 3 minutes sur un geste clé. Le feedback, ça doit être quelque chose d'assez rapide, d'assez simple, de réflexif. On échange, c'est ça le feedback. Exactement. Mais est-ce qu'il ne leur manque pas un peu d'écoute active et attentive à ces managers? Est-ce qu'ils ne sont pas finalement un peu happés devant leur écran d'ordinateur, devant leur téléphone avec des pushs et des informations internes à l'entreprise, et au final, il n'y a plus de place pour l'humain? Oui, alors le reproche, tu m'écoutes trop est assez rare, hein. Généralement c'est tu parles trop. Vous voyez, donc on est en phase, évidemment. La posture d'écoute, c'est une volonté individuelle. Alors c'est une compétence, mais c'est déjà ce matin en se levant, est-ce que j'ai envie d'écouter quelques minutes mes collaborateurs ou pas? C'est intéressant ça. C'est pas très compliqué, c'est juste une question de volonté, hein. Il y a des gestes de Oui, c'est ça, il faut le vouloir. Oui. Et là, je pense qu'on se réapproprie son groupe. On reprend en main son équipe. Lorsqu'on est d'abord dans une écoute, et ensuite on fait des propositions, j'imagine, derrière de cadre. Écouter, c'est ne pas savoir ce que je vais dire tant que l'autre n'a pas fini sa phrase. Donc si je me mets dans cette logique-là, j'écoute vraiment jusqu'au bout, j'ai pas d'a priori, et j'essaie de conseiller pour le bien collectif. Ça, c'est un conseil de prise de parole en public, hein, Nicolas Duguay. Laisser aller au bout son interlocuteur. Le nombre de fois où on se chevauche lorsqu'on se parle, il n'y a rien de plus agréable. Merci Nicolas Duguay sur ce management exigeant, mais qui ne retire pas la bienveillance, je le précise, pour être totalement complet. Nicolas Duguay, merci d'être venu. Vous êtes le directeur général de Booster Academy. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On fait du droit, bah oui, parce que le droit aussi est important dans l'entreprise. Smart et Réglo, c'est tout de suite, c'est avec Étienne Pujol, et on parle bien du renouvellement du CSE. Ça, c'est un moment un peu stratégique de la vie d'une entreprise. Smart et Réglo avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Vous êtes avocat en droit social, cabinet Berry Law, et vous nous parlez d'un sujet, alors c'est des sujets dont les médias parlent peu, mais qui sont très importants, qui est le renouvellement du CSE. Oui. Alors c'était ex-comité d'entreprise, ça a été rebaptisé, on a refondé tout cela, comité social d'entreprise. Et économique, pardon. Et comité social et économique. Oui, je suis resté sur la vieille terminologie. C'est le sujet des entreprises cette année d'ailleurs. Hein. Oui, ça commence cette année en fait. Ça fait partie des premières réformes qui ont été mises en place par Emmanuel Macron, par les ordonnances de 2017, où effectivement il a refondu, il a été décidé de refondre en fait toutes les instances représentatives du personnel en une seule. Le constat ayant été fait par le passé que en fait, plus le CHSCT, plus le CHSCT exactement. Donc tout ça regroupé parce que il y avait beaucoup de déperdition de temps dans des réunionites aiguës, souvent qui ne débouchaient sur pas grand chose. Donc on a à la fois réformé l'instance représentative du personnel et également les missions attribuées à ces instances. Et donc, comme le début était en 2018 et que les mandats durent 4 ans, on est en 2022, donc on estime que cette année, il y a 20 000 CSE qui vont être renouvelés et 50 000 l'année prochaine. Donc, comme il faut anticiper plusieurs mois à l'avance, on va en parler, ce renouvellement, c'est maintenant qu'il faut que les DRH se posent la question. Ça veut dire que les syndicats, j'imagine, sont en campagne, là. Et oui. Il y a campagne dans les entreprises. Les campagnes, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux de représentativité des syndicats. Donc, vous savez qu'il y a ce plancher, ce seuil de 10% qui détermine si oui ou non on a le droit de parole au sein de ces instances et d'être l'interlocuteur de l'entreprise. Et donc, effectivement, les campagnes se lancent. Alors, en quoi c'est un enjeu? Alors là, on parlait des syndicats qui vont peut-être commencer leur campagne parce que c'est important d'être au CSE et d'y siéger. Mais en quoi c'est aussi un enjeu pour l'entreprise? Parce que c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Alors, c'est un enjeu très important pour l'entreprise parce que c'est un moment où on va faire un peu le bilan du dialogue social de la période écoulée. Comme on avait pour la première fois donc une instance unique avec des interlocuteurs uniques avec lesquels on parlait de tout,
c'est le moment de dresser un bilan avec eux, le cas échéant, et vous connaissez mon mantra qui est plutôt d'inciter au dialogue social, donc faire le constat avec... Vous êtes l'homme du dialogue social de Smart Job. J'essaye d'être à la fois un bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché au cours de la précédente mandature, et pour voir comment on peut améliorer les choses pour la prochaine. Et donc ce constat est, à mon sens, hyper important, et il doit être fait de manière bilatérale, c'est-à-dire pas uniquement l'entreprise qui dit oui, ça a marché, je les ai menés par le bout du nez, et les représentants du salarié qui disent mais on s'est fait avoir, on a réussi à rien négocier. Non, il faut faire ce constat croisé de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le futur. Mais d'ailleurs, comme c'est nouveau, c'est intéressant pour vous, l'avocat, mais qui avait un regard d'expert aussi sur ce sujet, il n'y a pas d'instance, de moment de rencontre qui permettrait d'avoir un bilan écrit de part et d'autre et de le confronter. Et ça n'existe pas, non, ça encore. Ça n'a pas été prévu par la loi, mais en revanche, c'est quelque chose qui doit être promu par la direction, puisque c'est plutôt elle qui va donner cette impulsion, par les conseils de la direction, donc nous les avocats par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une prise de parole officielle de l'entreprise au moment où elle réunit son CSE pour dire voilà, c'est l'occasion pour nous, et là on sort le parchemin et on lit le bilan, c'est ça Par exemple, voilà, on se met 6 mois avant la fin du mandat, on se dit ben voilà, on va bientôt entamer le processus de renouvellement de notre instance. Nous souhaiterions, nous direction, faire un bilan avec vous de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, sur les consultations sur les orientations stratégiques d'entreprise. Vous allez en parler dans quelques instants avec la ministre de l'Industrie. Il y a cette problématique de dire comment on se projette dans 4 ans, le prochain cycle, ça va être quoi? Il y a 4 ans, quand on se projetait en 2022, où on se voyait, et aujourd'hui que nous sommes en 2022, où en est-on par rapport à là où on se voyait? Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? De quelles compétences on va avoir besoin? Et est-ce qu'on vous a bien associé à nos orientations stratégiques? Et est-ce que vous avez bien été force de proposition aussi par rapport à ce que nous avions en tête? Et ça, c'est un point. Ça, c'est le monde merveilleux, ça, que vous décrivez quand même. Mais oui, mais c'est le monde merveilleux du dialogue social, là. Mais oui, alors effectivement, encore une fois, j'essaie d'être l'ambassadeur du dialogue social, mais c'était aussi la perspective des réformes Macron, des ordonnances. C'était améliorer la qualité du dialogue social. On met en place, au moment de l'instauration du CSE, des formations pour les élus, pour qu'ils comprennent quelles sont leurs missions, qu'ils aient bien conscience que c'était des devoirs en même temps que des droits, qu'ils avaient une valeur ajoutée dans le dialogue social, qui pouvait être force de proposition. Ils peuvent avoir recours à des experts pour les accompagner. Donc c'est pas uniquement être une chambre d'enregistrement, le CSE. Et c'est en ça que, à mon sens, il faut profiter de ce momentum pour dresser ce bilan-là et se projeter vers l'avenir. Alors, rentrons dans les détails, parce que là, on est dans la philosophie, technique, vous êtes un excellent ambassadeur, mais d'un point de vue pratique, l'entreprise a des obligations, et évidemment, les partenaires sociaux en ont aussi, mais l'entreprise doit mettre en place, organiser. Comment ça marche? Exactement, c'est elle qui doit prendre cette initiative, c'est-à-dire qu'elle doit déjà, première chose, elle doit informer ses salariés de ce qu'il va y avoir en renouvellement de son instance, et prévenir également ce qu'on appelle les instances syndicales, les organisations syndicales représentatives, qui sont présentes dans l'entreprise ou qui ne sont pas encore présents dans l'entreprise, de ce que des élections vont être organisées. Il faut le faire au moins 2 mois avant le terme des mandats. C'est quand le vote, là, concrètement? Le vote, c'est en fait le vote, c'est 4 ans, au plus tard 4 ans après. Donc ils ont jusqu'à quand pour mettre en place les urnes dans l'entreprise? Ils ont jusqu'au terme des mandats. C'est-à-dire que typiquement des élus qui ont été installés le 1er juin 2018, il faut que le second tour des élections cette année ait lieu avant le 31 mai 2022. D'accord. Donc il faut s'y prendre à l'avance, et si on prend le calendrier tel qu'il est prévu par le Code du travail, il faut s'y prendre au moins 3 mois avant pour initier ce processus. D'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui, parce que dès mars, l'entreprise doit commencer à informer l'ensemble des salariés ou uniquement les IS? Il y a affichage public pour tous les salariés, et puis il y a des lettres nominatives adressées aux syndicats pour les inviter à la première étape de ce processus, qui est les inviter à négocier un document au nom un peu barbare, qui est le PAP, protocole d'accord préélectoral. Ah, voilà, on rentre dans des choses sérieuses. C'est quoi ce protocole? Alors, le protocole d'accord préélectoral, en fait, c'est la charte d'organisation de ces élections. C'est-à-dire, c'est le document par lequel on va dire déjà quelles sont les dates des élections, premier tour et second tour, on y reviendra, mais également qui va être électeur, qui va être éligible. Il y a des règles par rapport à ça. Typiquement, pour être électeur, c'est pas uniquement les salariés de l'entreprise, mais ça peut être aussi, sous certaines conditions, des prestataires extérieurs qui viennent dans votre entreprise tous les jours travailler, qui peuvent aussi désigner les représentants de votre entreprise, alors que ne sont pas vos
élus. Dans ce protocole, on va aussi déterminer les modalités de la propagande, non pas au sens péjoratif du terme, mais au sens primaire, c'est-à-dire qui va communiquer en distribution des tracts, un intranet, etc. etc. On va déterminer aussi les collèges électoraux, c'est-à-dire qui va être les représentants de quelle catégorie de professionnels. Vous savez qu'il y a les employés, les ouvriers, les agents de maîtrise et les cadres. Chacun, s'ils sont suffisamment représentatifs, vont avoir leur propre collège d'élus qui va les représenter. Et donc tout ça, ça va être déterminé dans le protocole d'accord préélectoral. En fait, j'entends, il y a évidemment un processus organisationnel dans l'entreprise, mais le gros travail se fait aussi au sein des syndicats pour déterminer, définir, choisir la bonne personne. Et choisir ses candidats, exactement. Et ça aussi, c'est un travail alors, qui est fait séparément. C'est assez amusant quand on a le regard extérieur de voir comment ça se passe. Vous avez les syndicats qui essaient de placer leurs pions, les syndicalistes qui essaient d'être renouvelés dans leur mandat. Oui. Parce que, voilà, c'est comme en politique, excusez-moi. C'est exactement ça, et c'est pour ça que je parlais de propagande. Oui. Ils vont faire campagne pour être réélus, pour avoir le seuil de 10%. Et puis l'entreprise va essayer de poser ses pions aussi, c'est-à-dire d'avoir des candidatures spontanées de gens qui vont être plutôt favorables à la direction. Le syndicat entreprise, quoi. Voilà, alors pas dans certains excès comme on l'a entendu il y a quelques semaines pour certains établissements, mais voilà, il faut qu'il y ait une pluralité qui puisse s'exprimer à cette occasion-là. Donc il y a un enjeu fort parce que siéger au CSE, c'est sérieux, c'est important, on a un pouvoir. Il y a une délégation syndicale, ça donne quoi, j'allais dire, je mets des guillemets bien sûr, mais comme avantage à celui qui est élu, hormis le fait qu'il est très fier d'être assis à la table du président ou du PDG. Alors celui qui est élu à titre individuel, il est protégé contre des sanctions qui pourraient être liées au fait qu'il est élu et que donc il s'exprime. Il s'exprime, il porte la voix des salariés et donc il doit être protégé contre des mesures de rétorsion parce qu'il n'aura été que dans son rôle de porte-parole des effectifs. On appelle ça des salariés protégés, donc ils sont protégés contre des sanctions, y compris le licenciement. Et donc pour les sanctionner, y compris par le licenciement, il faut demander l'autorisation de l'inspection du travail. D'accord, donc salariés protégés, mais c'est vrai pour les syndicalistes en général qui sont en délégation. Tous les salariés protégés et même les élus au conseil de prud'homme. En revanche, d'une manière plus générale, le syndicat qui va présenter des candidats, lui, son enjeu principal, c'est d'être un interlocuteur de la direction pour négocier ce qu'on appelle des accords d'entreprise. Vous le savez, on en a beaucoup parlé ici, des accords sur tel et tel sujet qui va être structurant pour l'entreprise, des accords temps de travail par exemple, on en parle beaucoup en ce moment, des accords télétravail en sortie de crise sanitaire. Oui. Voilà, et pour ça, il faut être représentatif, et pour être représentatif, il faut avoir au moins 10% des suffrages au premier tour. La réforme des syndicats de 2008, si j'ai une bêtise. Tout à fait, exactement. Et donc, c'est vraiment l'enjeu pour les syndicats, quand ils présentent des candidats, ça va être de franchir ce seuil de 10%. On va se quitter, juste d'un mot, c'est un scrutin à 2 tours. C'est un scrutin à 2 tours. Le premier est réservé aux syndicalistes. Le second, s'il reste des places disponibles, puisque le nombre d'élus dépend des effectifs de l'entreprise. Ça va de 1 titulaire et 1 suppléant pour les anciens délégués du personnel à partir de 11 salariés. Le maximum, c'est 35 titulaires et 35 suppléants. Donc ça fait quand même un certain volume. En fonction de la taille de l'entreprise. On démarre à combien le CSE? Au départ, c'est à partir de 11 salariés. 11 salariés. Plus 1. Et ensuite, selon la taille de l'entreprise, le maximum, c'est 35 titulaires, 35 suppléants. Dès 11 salariés, les entreprises ont l'obligation de mettre une petite urne et de commencer à créer ce Exactement. scrutin. Et donc, typiquement, s'il n'y a pas de candidat au premier tour, eh bien, ça va être candidature libre au second tour pour avoir des représentants du personnel. Ce qui arrive souvent dans les PME, il faut le préciser. Oui, tout à fait. C'est très très fréquent. Merci Étienne Pujol. J'ai tout compris à ce CSE, Conseil social et économique. Tout à fait. Merci d'être venu nous éclairer. Cabinet Berilo, le droit, qu'est-ce que c'est important? On fait une courte pause et on accueille dans le cercle RH notre invitée, la ministre déléguée en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Elle va nous expliquer à la fois sa passion pour l'industrie, elle l'a souvent dit, mais aussi comment faire pour éviter, lutter contre l'inexorable disparition de notre industrie en France. C'est vrai que la part dans le PIB de l'industrie décline d'année en année. On en parlera. On parlera aussi de notre déficit commercial et puis des enjeux aussi de relocalisation. Voilà le programme. On accueille la ministre juste après la pause. Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec la ministre déléguée en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est un vrai plaisir. Avant de parler de l'industrie, parce qu'on l'avait vu dans une petite vidéo, là, certains s'étaient moqués de voir la passion que vous mettiez à expliquer que c'était important d'aller dans des usines. Et d'ailleurs, vous allez partir juste après cet entretien faire des visites dans des usines dans le Jura, me semble-t-il. D'abord Solvay, ça c'est la chimie, puis ensuite de la céramique blanche
Blanche, ça sera la deuxième étape de votre voyage, c'est dire que vous allez dans les usines. D'abord, quelques mots sur l'égalité homme-femme, parce que vous sortez un livre qui est sorti il y a quelques semaines, en janvier dernier. On va voir la couverture, Femmes, ministres, virgule, et féministes. Vous l'avez écrit avec Elisabeth Moreno, édition Point d'Orgue, collection Cause. Et quand je regarde votre parcours, Agnès Pannier-Runacher, mais vous avez fait aucune faute. HEC, ENA, inspection des finances, du public, du privé. Vous avez été victime, comme l'a dit Valérie Pécresse dans son meeting de dimanche, de discrimination parce que, dit-elle, elle était enceinte et qu'elle n'a pas pu accéder à l'emploi. J'ai l'impression que votre parcours est un peu l'exemple qui confirme la règle. Alors, oui ou non? J'ai évidemment été, comme toujours, victime d'une forme, comme beaucoup, victime d'une forme de sexisme insidieux, c'est-à-dire il m'est arrivé à fonction égale, parcours égal, d'être rémunéré 30% de moins que mon voisin de bureau. C'était dans le public ou le privé? C'est dans le privé. C'était, non, pas tout à fait. C'était dans une entreprise à capitaux publics et fonctionnement privé, c'est-à-dire sous statut privé. Et là, on dit quoi quand on est Agnès Pannier-Runacher, qui n'est pas encore ministre, elle ne le sait peut-être même pas encore? Ah non, c'était il y a très longtemps. Vous dites, c'est pas juste, ou on se tait dans ces cas-là? On se dit intérieurement, c'est pas juste, mais en fait, on ne sait pas poser les bons mots et on se reproche probablement de ne pas être à la hauteur et de trouver une raison à cet écart de salaire. Donc, au fond, c'est tout un processus où il faut, en tant que femme, savoir s'affirmer. Et ce n'est pas du tout ce qu'on nous apprend culturellement à l'école, ce qu'on nous apprend dans les études. Et moi, j'ai la chance, et je l'explique dans le livre, d'avoir réussi par les études et par des études où c'est des concours anonymes. Donc on ne juge pas sur le genre. Mais effectivement, ensuite, j'ai eu droit, mais d'une manière, je dirais, modérée par rapport à d'autres, à toute la série de « mais est-ce que tu as les épaules ? Est-ce que tu n'es pas trop jeune ?» On me redit encore aujourd'hui, la jeune ministre Agnès Pannier-Runacher, je vais bientôt avoir 50 ans. Donc, vous ne les faites pas. On est très loin du compte. Après, je pense que ce qu'il faut dire sur la question de la parité femmes-hommes, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès. C'est clair. On n'est plus à 30% d'écart aujourd'hui. On n'est plus à 30% d'écart. On est aujourd'hui plutôt du côté de 10% à compétences et parcours professionnel égal. On a néanmoins un écart de rémunération parce que les femmes sont positionnées sur des fonctions qui sont structurellement moins rémunérées. Des secteurs et des fonctions. À la personne. Et on a un écart aussi sur la pauvreté. 70% des personnes en situation de pauvreté sont des femmes. Donc c'est cet écart-là auquel il faut s'attaquer. On s'y est attaqué pendant 5 ans, je pense, de manière beaucoup plus marquée que les gouvernements précédents. On sait tout ce qui a été fait sur les violences sexuelles et sexistes, on sait ce qui a été fait aussi sur la précarité. Mais c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Et avec Elisabeth Moreno, on cherche à faire un constat très, je dirais, un diagnostic très simple, très analytique. Le bilan du quinquennat, mais surtout on fait des propositions. On peut encore agir sur la question de la parité femmes-hommes et notamment sur les femmes invisibles, sur les plus précaires. Familles monoparentales. Faire en sorte, les familles monoparentales, bien sûr, les services à la personne, celles qui travaillent en horaire décalé pour faire en sorte qu'elles aient droit à une vie familiale normale. Alors Agnès Pannier-Runacher, ça commence par une bonne nouvelle parce que c'est vrai que c'est sorti dans Le Monde là il y a quelques minutes, 100 000 emplois industriels créés ou confortés. 782 projets recensés en France depuis septembre 2020, mais au même moment, d'abord vous êtes une femme qui prend un portefeuille finalement qui a souvent été dédié aux hommes. Quand j'ai regardé la liste, c'est une très très grande majorité d'hommes qui ont dirigé l'industrie. Et c'est vrai que inexorablement, on voit la part de l'industrie décliner d'année en année, j'allais dire de décennie en décennie dans notre part de PIB. Ça doit vous donner le sourire, ces 100 000 là, parce que c'est vrai que d'une manière un peu inexorable, on n'arrive pas à maintenir et à sauver notre industrie. Mais je crois que c'est aussi le résultat d'une capitulation industrielle. Pendant des années, les gouvernements ont démissionné sur l'industrie. Ils ont démissionné. Ils ont même pris des mesures qui ont créé des handicaps pour les entreprises industrielles françaises par rapport lesquelles, par exemple? Bien, si vous regardez tout simplement la fiscalité des entreprises, lorsque vous êtes à 10 points d'écart par rapport à vos compétiteurs, je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas de pays à l'autre bout du monde qui n'ont pas du tout les mêmes modèles économiques que le nôtre. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps. Je parle de l'Allemagne, je parle de l'Espagne, je parle de l'Italie, je parle de la Belgique, des pays scandinaves. Évidemment,
évidemment que c'est compliqué pour une entreprise industrielle. J'ai été responsable d'une unité de production et de recherche et développement dans l'industrie automobile. Vous voyez bien au moment où vous allez faire la cotation pour essayer de gagner un contrat que vous avez un décalage avec vos compétiteurs. Et ça, il faut quand même l'assumer et le mettre sur la table. Ça fait quoi, 40 ans que la France, vous dites capituler, la France a fait le choix des services, du tourisme, aux dépens de son industrie, en disant de toute façon, nous ne pourrons pas empêcher des grands groupes. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, les voitures françaises qu'on achète, 9 sur 10 sont faites à l'étranger. Vous le savez mieux que moi. Entre 2000 et 2016, on a détruit 1 million d'emplois industriels. On en recrée en 2017, on en recrée en 2018, on en recrée en 2019. Donc il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation. Simplement, on ne récupère pas 1 million d'emplois comme ça en claquant dans les doigts. Évidemment. Et en 5 ans, c'est impossible. Et tout le travail que nous faisons avec le président de la République, c'est de redonner des conditions de compétitivité au site France. C'est la baisse des impôts et en particulier sur les entreprises et les entreprises industrielles. 26 milliards d'euros qui est rendu aux entreprises. Pas pour distribuer des dividendes comme je le vois. En réalité, si vous regardez les comptes de la nation, la distribution des dividendes est plate depuis des années. Les comparaisons, elles suivent en fait les bons et les mauvais résultats. Vous parlez des dividendes distribués dans l'industrie. En France. D'accord. C'est les comptes de la nation. On considère que l'économie, c'est le CAC 40, pardon, mais les entreprises c'est vrai, c'est pas que le CAC. Elles font 10% de leur chiffre d'affaires en France, peut-être 20% de leur activité. Elles ont bien distribué. Et vous avez des PME et des entreprises de taille intermédiaire dont on ne parle jamais et qui font l'essentiel de notre production industrielle. Donc c'est vers elles qu'on s'adresse. C'est des conditions de production meilleures, une flexibilité et une simplification des procédures administratives, la réforme du Code du travail qui permet de créer 1 million d'emplois. Donc tout cela fonctionne. Ils n'ont pas été créés, vous le confirmez. C'est le projet de créer 1 million d'emplois. Non. Ils ont été créés 1 million d'emplois, pas dans l'industrie. On est d'accord, voilà. De l'économie, on a créé 1 million d'emplois dans l'ensemble de l'économie depuis 2017. Ça n'était jamais arrivé avant. On traverse la crise la plus importante. Donc il faut regarder les choses en disant il y a des actions qui produisent et nous avons pris ces actions. Et on continue, c'est tout l'enjeu des relocalisations. 782 relocalisations, vous le mentionnez, avec effectivement 100 000 emplois à la clé. Et c'est surtout ce qu'on veut faire derrière avec France 2030, parce que là, c'est vraiment créer les filières d'avenir. On va y venir. Et c'est inverser cette courbe dramatique de la désindustrialisation. Et là, il y a un débat évidemment qui percute la campagne présidentielle, parce que les filières d'avenir, certains considèrent que c'est plutôt l'éolien et le solaire, et puis d'autres considèrent qu'il faut, et ce qu'a souhaité le président de la République, réimplanter des mini-réacteurs nucléaires. On va en parler, mais il y a le rapport Rexecode qui est intéressant, puisque la part du PIB est tombée à 13%, donc c'est la baisse constante de l'industrie dans la part PIB est tombée à 13%. Et le rapport Rexecode, c'est il y a 2 jours, vous l'avez forcément vu, qui dit qu'effectivement, mais il est assez sévère sur la santé de l'industrie française, et il vous dit, à vous, il faut aller encore plus loin dans les aides et dans les mesures de baisse de fiscalité. Qu'est-ce que vous répondez à Rexecode, qui dit de toute façon, on ne s'en sort pas, l'industrie va mal? Alors, Rexecode ne dit pas on ne s'en sort pas, l'industrie va mal. Elle dit les facteurs de compétitivité ne sont pas encore là. Il y a encore un écart entre ce que payent les entreprises françaises et ce que payent les entreprises allemandes, italiennes, etc. Et nous partageons l'analyse. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a été le premier à initier la baisse des impôts de production contre les présidents de région, contre le président de l'Association des maires de France, qui sont aujourd'hui les premiers à nous expliquer qu'il faut baisser les impôts de production. Et moi, je n'ai pas de problème avec Bruno Le Maire, nous partageons cette analyse. Il y a juste une chose qu'on ne veut pas faire, c'est baisser les impôts de production pour augmenter un autre impôt derrière. Ça, c'est gribouille. Et tant qu'on ne saura pas financer cette baisse des impôts de production, on ne sera pas crédible. Donc notre enjeu, c'est de continuer à réformer le pays. Il y a un certain nombre de réformes qui doivent aider à rééquilibrer les finances publiques. On vient de terminer la réforme du chômage, de l'assurance chômage. Personne ne l'avait fait avant nous. On ne se souvient pas de toutes les réformes qui ont été engagées, puisque la Covid, et c'est normal, a beaucoup écrasé. On n'en voit pas encore les effets, Agnès Pannier-Runacher. Vous avez réformé, vous êtes allé au bout, mais pour l'heure, on n'en voit pas réellement les effets. C'est normal, elle date du 1er octobre 2020. Le dernier volet. Mais on va continuer à réformer si les électeurs, je dirais, nous soutiennent. Mais surtout, l'enjeu derrière, c'est effectivement de pouvoir continuer à rendre de la fiscalité aux entreprises pour qu'elles investissent, pour qu'elles rattrapent ce retard d'investissement qu'on voit avec l'Allemagne et la Suisse. On va parler quand même de l'emploi, parce que c'est une émission qui est consacrée à l'emploi. Vous dites on a perdu 1 million d'emplois, mais juste un mot sur Pôle emploi. Vous dites on va continuer, en tout cas l'assurance chômage, on va continuer à réformer. Qu'est-ce que vous avez en tête? Parce que là, la réforme va déjà assez loin.
loin, c'est-à-dire qu'il faudra travailler plus longtemps pour accéder à ces droits chômage. C'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, elle est sur d'autres secteurs du jeu. On sait qu'on a une réforme des retraites à mener, on sait qu'on a une réforme probablement des institutions. Donc, et nous avons une rigueur budgétaire qui peut paraître seconde au moment où on traverse la crise du siècle. Moi, juste un chiffre, on a augmenté la dette d'autant en termes de points de PIB que pendant la crise de 2008-2009, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'on a un rebond de la croissance inédit, une baisse du taux de chômage. La stratégie n'était pas la même. Et la stratégie n'était pas la même, et la stratégie, elle a fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'on du quoi qu'il en coûte, c'est ça. Voilà. Oui, mais ça va au-delà. En fait, on a protégé l'appareil de travail, l'outil de travail et les compétences. Sauver les emplois. Voilà, on n'a pas mis le paquet sur le système de sécurité sociale. La dernière fois, c'est la sécurité sociale qui a payé. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a investi dans les compétences et protégé l'outil de travail qu'on repart aussi vite et qu'on a la croissance la plus importante en Europe. Alors la part dans les exportations de biens de la zone euro s'est stabilisée entre 2014 et 2019, mais elle est passée de 13,9 à 12,6 en 2021. Ça, c'est le rapport Rexecode pour être totalement complet. Donc il y a effectivement une petite baisse, alors qu'au même moment, l'Italie, l'Espagne, eux, se stabilisent. Sur l'emploi, c'est important parce que je voudrais quand même entendre la ministre déléguée à l'industrie. On a eu des représentants de l'UMM sur ce plateau qui viennent faire de la communication et dire l'industrie c'est génial, il faut aller travailler en industrie, et qui nous disent on ne trouve pas. Il y a 70 000, plus de 70 000... 78 000 aujourd'hui. Pour être précis. 78 000 emplois ouverts, alors qu'il y en avait 40 000 avant la crise. Je voudrais juste vous interroger, parce que je reviens encore au début de notre entretien, ce parcours HEC, ENA, vous avez travaillé, vous avez passé des diplômes. Est-ce qu'il y a un problème de formation initiale ? C'est globalement, l'industrie vous dit, moi j'ai plus de soudeurs, j'ai plus d'électromécaniciens, j'ai plus de gens compétents. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que pour avoir une industrie performante, on peut se le dire, il faut des humains performants. Et là, il n'y a pas la main-d'œuvre. Vous avez plusieurs choses. La première chose, c'est... Vous confirmez ça, ce diagnostic que je fais ? Si vous avez 78 000 emplois ouverts, soit le double d'avant la crise, et que 2/3 des entreprises vous disent « je n'arrive pas à recruter », c'est qu'a priori, il y a un problème. Non, mais c'est la formation initiale, c'est l'éducation nationale. J'y viens. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est l'attractivité des métiers industriels. Nous, on a fait une étude de la perception de l'industrie dans la population française. Et en fait, cette perception, elle est coincée dans les années 70. Les gens vous disent... Les conditions de travail sont épouvantables, les salaires sont nuls, c'est des activités polluantes. C'est Zola. Et en plus, il n'y a aucun avenir. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est à peine moins caricatural que ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on vous parle de Germinal. C'est ça, c'est ça. C'est cité dans les verbatim. Les cités ouvrières. Voilà. Ouais. La réalité, vous le savez, c'est que les conditions de travail ont été probablement très fortement améliorées, le plus améliorées à cause de l'automatisation et de la numérisation des chaînes de production, et que c'est plus facile dans l'industrie. Qui a fait perdre de l'emploi au passage, mais... Pas nécessairement, non. Ça c'est faux. Ça c'est un grand débat. Rumeur totalement Le urbaine. robot tue l'emploi ou pas ? Non, le robot crée de l'emploi dans les pays où le coût du travail est élevé, et c'est exactement le cas de la France. Donc au contraire, ça aussi, ça fait partie des rumeurs urbaines contre lesquelles il faut lutter. L'industrie paye mieux. Dans les Hauts-de-France, elle paye 25% de plus que les autres métiers. On n'embauche pas en CDI, dites-vous ? On embauche... Au SMIC, pardon ? On n'embauche pas du tout au SMIC. Un petit peu dans l'agroalimentaire, parce que tous les secteurs ne se valent pas, mais dans les autres secteurs, clairement, on est bien au-dessus du SMIC. Surtout, un soudeur, ça gagne entre 2 000 et 3 000 euros. Un soudeur dans le nucléaire, ça gagne encore plus. Mais on n'en trouve pas. Et donc, mais oui, mais parce que les gens n'y vont pas, parce qu'ils pensent que c'est pas un bon métier pour leur enfant. Et on peut pas leur en vouloir. Puisqu'on a détruit 1 million d'emplois industriels, tout le monde reste sur cette impression. C'est logique. La deuxième chose, c'est effectivement les formations. Comme les petits Français ne sont pas allés vers les métiers industriels et que de l'autre côté, pendant des années, on a arrêté de recruter, on a arrêté les formations. Tout ça est parfaitement rationnel. Et donc, il faut remonter ces centres de formation. Et en plus, il faut les remonter sur des territoires qui sont assez peu denses. Ce n'est pas dans les agglomérations qu'on doit former aux métiers industriels. C'est là où sont les sites industriels. Et les sites industriels, ils sont dans des villes de moins de 20 000 habitants. C'est vrai. Et c'est pour ça que nous faisons des antennes de formation et que l'excellente nouvelle, c'est l'apprentissage. C'est le boom de l'apprentissage. Évidemment, dans les métiers qui ont l'habitude de prendre des apprentis, l'artisanat, mais maintenant, ça se développe beaucoup dans l'industrie. On partait loin, mais c'est en train d'exploser dans l'industrie. Il nous reste une dizaine de minutes. Ces chiffres, alors encore une fois, c'est difficile d'être ministre de l'Industrie parce qu'on porte, et c'est votre cas, 40 ans
d'histoire de désindustrialisation qu'il faut détricoter, et c'est tout l'enjeu, et c'est le combat que vous avez mené. Mais en 20 ans, l'industrie a perdu 24% de ses entreprises de plus de 20 salariés. C'est-à-dire que globalement, le tissu industriel se réduit, et au même moment, et là on va vous entendre évidemment, on a un déficit commercial qui avoisine les 84,7 milliards d'euros. Votre réponse, c'est de dire mais c'est conjoncturel, c'est lié à la crise Covid. D'autres disent bah non, c'est parce que aussi on a des difficultés pour exporter. Le déficit commercial, ça date des années 2000. 2006, on était excédentaire. C'est la dernière année où on l'était. Oui, enfin, on commence à avoir une chute à partir de 2000. C'est très clairement marqué à partir de 2000. Ça décline. Ça décline de manière très Et nette. on bascule en 2006. Et non seulement on bascule, mais on bascule très fortement. Je rappelle que la période de la plus forte désindustrialisation, c'est 2008-2012. Oui. Donc que ceux qui nous donnent des conseils, la crise financière, balayent devant leur porte déjà. Parce que nous aussi, on a vécu une crise et on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Ça, c'est le premier point. On était à 75 milliards, c'est ça, hein, l'année précédente, et on est à 84,7. Ensuite, par contre, la dérivée entre 2019 et 2021, ça, elle s'explique conjoncturellement assez facilement. C'est-à-dire que vous avez un effet prix qui est lié au prix de l'énergie, vous avez un effet volume qui est lié à notre rebond économique. On ne le dit pas assez. Pourquoi aujourd'hui on importe plus ? Parce qu'on a une croissance beaucoup plus forte que les autres. Beaucoup plus forte que les autres. Et qu'est-ce qui fait notamment qu'on a une explosion des importations des biens d'équipement ? C'est qu'on est en train de réindustrialiser. C'est ça aussi l'explication de la balance commerciale. Vous savez qu'en France, quand on achète un bien manufacturé, quand vous mettez 100 € pour acheter des biens manufacturés, il en reste 35 € en France et 65 € partent à l'étranger. Donc forcément, quand vous vous équipez, vous appelez des importations. C'est un moment à passer si on veut réindustrialiser la France. Mais la ministre de l'Industrie que vous êtes, vous dites il ne faut pas rêver. On ne pourra pas concurrencer les grosses industries parce que ça, on l'a perdu. Il faut qu'on se concentre sur des axes stratégiques, une technologie de pointe. Je pense à Mecachrome, des entreprises spécialisées dans la sous-traitance de l'aéronautique. C'est un peu plus subtil que ça. On gagne la bataille sur le global ou vous dites qu'il faut des axes stratégiques ? Non, alors, premier point, il n'y a pas l'industrie du passé, l'industrie du futur. Ça n'existe pas. C'est comme lorsqu'on oppose Startup Nation et industrie. Ça n'existe pas. Beaucoup de startups sont industrielles et heureusement, et c'est elles qui sont souvent... Et vous les aidez d'ailleurs. ...d'emploi, et nous les aidons. Ensuite, il faut aller là où effectivement on est les meilleurs. Là où on est les meilleurs, c'est là où l'automatisation et la qualité de nos compétences et l'innovation nous permettent d'avoir un avantage compétitif. Et c'est là où on sert les marchés européens. On n'est pas en concurrence pour servir les marchés asiatiques. Ça non plus, ça n'existe pas. C'était ma question. On est en concurrence pour servir le marché européen. C'est-à-dire qu'on doit être meilleur que les Allemands, les Espagnols, les Italiens. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, ça n'a pas tellement de sens, ni économique, ni environnemental, d'importer massivement depuis l'Asie du Sud-Est. Il y a une régionalisation des chaînes de production. On s'en est rendu compte depuis le Covid, je m'autorise, fait qu'on a découvert qu'il manquait de masques, que ça venait de Chine, on s'est dit pourquoi pas. Et j'ai vu que des entreprises industrielles fabriquaient des masques, je pense à une entreprise à Angers par exemple, qui a créé de l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se dire, mais on est capable de peut-être moins importer et de fabriquer chez nous avec des salariés qui cherchent pour certains d'entre eux un emploi? Quand on relocalise ou qu'on localise 782 productions supplémentaires en France, c'est très exactement ce qu'on fait. Et il faut avoir en tête qu'on est capable d'être aussi compétitif que les Chinois. Je vais prendre un exemple. L'usine Schlumberger, qui est en Occitanie et qui fait des vannes pour des installations de puits pétroliers, est la plus compétitive qu'ils aient au monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une extraordinaire qualité des compétences et parce qu'ils ont numérisé, automatisé la production. Est-ce qu'il y a des ouvriers qualifiés dans cette usine ? Oui. Donc il ne faut pas non plus opposer le sujet des compétences, mais il faut utiliser les outils à notre disposition. Et la numérisation, les nouvelles technologies, les robots, c'est ce qui permet d'améliorer les conditions de travail, mais aussi de payer plus cher les salariés. C'est intéressant de vous entendre parce que vous parliez d'une légende urbaine, mais certains considèrent effectivement que on n'est plus évidemment sur des chaînes de montage manuelles et qu'aujourd'hui ce sont des chefs de ligne et ça fait plus de 25 ans maintenant qu'il y a déjà évidemment... C'est la contrepartie de la signée industrielle, c'est que cette mutation on l'a déjà faite. C'est l'entreprise 2.0, d'ailleurs on parle maintenant de l'entreprise 4.0. Même 5.0 même pour 5 points. Intégrer la décarbonation. Justement, tiens, pour terminer notre échange, il y a un vrai débat, alors là aujourd'hui idéologique et politique, puisque c'est la campagne. Certains disent c'est les énergies vertes qui vont créer de l'emploi, il faut mettre le paquet sur l'éolien, sur le solaire.
Et évidemment, les écologistes vous disent surtout arrêtez de développer cette industrie nucléaire à laquelle on ne croit pas. Vous dites quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va créer le plus d'emplois? Parce qu'il faut évidemment, dans l'industrie, penser à 20 ans, à 30 ans. Exactement. Qu'est-ce qui va créer le plus D'abord, d'emplois? je dis une première chose. Une condition de la compétitivité de notre industrie, c'est d'avoir une énergie chère et appelable à tout moment. Pas chère, pardon. Vous me faites peur. Parce que c'est exactement le cas aujourd'hui. Voilà, non mais vous voyez, c'est l'inconscient qui parle. Tellement pénétré par le problème que c'est d'avoir une énergie pas chère et appelable à tout moment sur lequel on est souverain. D'accord. Oui. Et précisément, on est en train de vivre ce que c'est de ne pas avoir accès ou de ne pas être nous-mêmes autonomes en gaz naturel. Qui a creusé notre balance commerciale. Ce qui a énormément creusé notre balance commerciale. C'est l'effet prix que je mentionnais tout à l'heure. Donc, le premier enjeu, c'est de développer des énergies et d'en être nous-mêmes les maîtres et d'être compétitifs. Et c'est pour ça que, là aussi, opposer renouvelable et nucléaire n'a pas de sens. On a besoin des deux et on a besoin d'un troisième pilier qui est l'efficacité énergétique. Dans la trajectoire que nous proposons, c'est moins 40% d'utilisation de l'électricité. C'est gigantesque comme effort énergétique, en termes de rénovation thermique, en termes de changement des lumières, etc. La décarbonation de l'industrie aussi. Décarbonation de l'industrie, de toutes les activités humaines chez vous, tout ce qui peut... Mais aussi l'industrie. Énergétique. La deuxième chose, effectivement, c'est si on développe à marche forcée des renouvelables et du nucléaire, autant que ce soit avec nos équipements et autant que ce soit avec une empreinte industrielle française. Le solaire, on a abandonné. Ce sont les Chinois qui ont arraché le marché. On n'a pas abandonné. Nos parts de marché sont franchement très faibles. Et la seule façon de pouvoir gagner la bataille, c'est d'avoir vraiment une rupture technologique où on prend la tête de cette rupture technologique. Ce n'est pas le sujet le plus facile. L'éolien marin, on est très bon. C'est nous qui exportons, notamment vers les États-Unis, et qui équipons les installations d'éolien marin aux États-Unis. Challengé par l'Espagne. Il faut continuer sur l'éolien marin. Sur la géothermie, par exemple, on a un champion qui est Schlumberger, je le mentionnais à l'instant. Créateur d'emplois. Sur le nucléaire, tout est créateur d'emplois. Ça, lorsque vous regardez ce qui est en train de se passer à Saint-Nazaire, à Cherbourg et au Havre en termes de création d'emplois, c'est des centaines d'emplois autour de l'éolien marin. Il faut préciser que c'est contesté quand même par les populations et que c'est une zone irritante pour les associations, pour les riverains. Il faut quand même le préciser. Mais là aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est on crée de l'emploi, mais en même temps, qui vous expliquent qu'il faut développer l'éolien marin et qui sur le terrain se battent en disant il ne faut pas développer l'éolien marin. Donc ils m'expliquent comment on va allumer la lumière dans 10 ans. A fortiori si nos moteurs de voitures sont électriques et notre chauffage est électrique. À un moment, il va falloir avoir de l'électricité. Avant de nous quitter sur le terrain de la batterie, parce qu'on voit bien que le véhicule électrique, alors il y a évidemment le challenging de l'hydrogène, mais c'est la voiture électrique, c'est la batterie, ces usines du Nord qui sont en construction et dont on essaie... Trois usines gigantesques. En regardant bien, j'ai vu que les Chinois étaient déjà très présents dans le capital de ces entreprises. Alors, d'une seule de ces entreprises. Les deux autres n'ont pas la même structure de capitalistique. Et effectivement, le fait qu'il y ait des Chinois présents au capital ne veut pas dire que l'empreinte industrielle ne soit pas française. Attention. Non, mais on garde notre souveraineté sur les batteries, parce que il ne faut pas les perdre, ces batteries. En fait, en réalité, c'est les Chinois qui font des transferts technologiques vers la France. Non, mais c'est bien, je voulais comprendre. On est arrivé à un point, mais il faut aussi le dire ça, on est arrivé à un point où la Chine, ce n'est plus l'atelier bas de gamme. Non. C'est la Chine qui commence à nous apporter des transferts technologiques. Et sur le sujet des batteries, qui aujourd'hui a la maîtrise, c'est les Coréens et les Chinois. Donc c'est pour ça que nous sommes allés chercher des partenariats avec ces deux pays. Et que nous J'allais dire c'est triste. On avait la main d'œuvre, on avait nos ingénieurs, on avait. Regarder dans le rétroviseur. Il faut avancer. Regarder devant nous, parce que de toute façon, les conditions de production ont changé. La France a perdu des places. C'est comme ça. Moi, je suis pour qu'on tape du pied au fond de la piscine et qu'on remonte très vite. 9e place. On a une des meilleures ingénieries mondiales. Mais oui. C'est une chance extraordinaire au moment où on doit décarboner notre industrie et où on doit accélérer sur l'intelligence artificielle et la numérisation. On a encore parmi les meilleurs sur l'intelligence artificielle et sur les sujets de maîtrise énergétique en termes d'ingénierie française et d'ingénierie mondiale. Merci. Allons-y. Merci Agnès Pannier-Runacher. Aime ton industrie, parce que c'est un peu le message que vous nous faites passer ce matin. Vous filez, comme on dit, vers le Jura, à la rencontre de 2 sites industriels, Solvay, avec des polymères, et puis une deuxième entreprise. Donc, un site du futur. Qui va être préparer un des précurseurs pour la chaîne des batteries électriques. Exactement. Et un site que nous avons, entre guillemets, sauvé, qui est celui de Jacob Delafont, et qui a été repris, et pour montrer que il n'y a pas une industrie du futur et du passé, il y a des industries qui se portent bien et qui doivent investir
investir pour continuer à se porter bien. Recentré et à d'ailleurs recruter. sur le luxe, hein, sur des produits plutôt haut de gamme. Exactement. Ce qui est souvent la force de notre industrie d'ailleurs. Exactement. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir fait un petit détour par le studio de Smart Job. Merci, c'est un vrai plaisir. Ministre délégué en charge de l'industrie. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. On parle de recrutement, on parle de secteur sous tension, on parle des gardes d'enfants. C'est un secteur évidemment sous tension, mais qui recrute. Et on en parle avec Claire Lano. Bonjour Claire. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, fondatrice et dirigeante de Babichou Service, à ne pas confondre en faisant une faute avec Babylou. Mais non, ça n'a rien à voir. Vous avez créé votre entreprise en 1998. Juste d'un mot, c'est quoi l'aventure entrepreneuriale que vous avez engagée ? Pourquoi vous créez cette entreprise en 98 qui marche très bien au demeurant ? Très simple, je suis cadre dans l'IT à l'époque, on disait l'informatique, j'ai déjà 2 enfants et je rencontre des problèmes de garde impressionnants. J'ai besoin de faire garder mes enfants au dernier moment. J'ai pas de solution professionnelle, donc je décide de mettre en œuvre tout ce que j'ai appris en termes de process, de gestion, de qualité de service, de recrutement pour moi et donc très très vite pour tout mon cercle, mes amis, etc. C'est ça, vous avez fait un petit champ de haricots verts, puis après vous avez acheté les champs à côté, puis vous avez fait une usine, et c'est devenu Babichou. C'est un peu ça, il y a quelque chose qui est de l'artisanat au développement. Alors là vous avez maintenant du recul, vous avez plus de 98, ça fait 12 ans, non Non, ça fait plus de 20 ans. 20 ans, En entreprise, on y est depuis 2006. Je suis pas fort en maths. Ça fait un peu plus de 15 ans qu'on est en entreprise. Avant, c'était sous forme associative, vous voyez, artisanale associative. Mais là, c'est vraiment une entreprise bien développée. Un mot sur l'expertise de votre métier et de votre secteur, parce que vous recrutez, et vous êtes venu nous en parler, vous êtes dans une phase de recrutement. Ouais. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui je ne parle pas des parents qui cherchent des modes de garde, mais pourquoi c'est difficile pour des entreprises de services comme la vôtre de réussir à recruter ? On le voit dans le service à la personne, dans les EHPAD, dans l'aide à la personne, et aussi parce que c'est quoi ? C'est des métiers où c'est une forme de précarité, c'est des temps réduits. Pourquoi c'est compliqué ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'attractivité des métiers. Et nous, justement, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'on peut très bien démarrer babysitter et apprendre à garder des enfants. On les forme, les personnes. C'est pas uniquement du gardiennage. C'est évidemment apporter des choses à l'enfant et aussi donner du sens à ce qu'on fait. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent chez nous un petit peu comme ça, par hasard, et qu'on va former et qui aiment leur métier. Et on va le voir, qui font des carrières chez nous, qui se professionnalisent, et qui passent du statut de babysitter, babychou-sitter comme on dit, jusqu'à devenir responsable d'agence et même franchisé pour certaines. C'est ça, parce qu'il y a aussi la possibilité de franchiser. Voilà. On va en parler. Là, en termes de recherche et de recrutement, vous cherchez combien de personnes ? Dans quel poste ? Parce qu'il y a le babysitting à l'heure pour un dîner, pour une soirée, et puis il y a la garde d'enfants sur une année, c'est-à-dire on va chercher l'enfant à l'école. Voilà. Et là, c'est évidemment un emploi plus lourd, et j'allais dire une responsabilité plus lourde pour celui qui accueille les enfants, on est bien d'accord. Voilà. Les parents sont souvent un peu angoissés en se disant mais à qui je confie ma fille ou mon fils ? Voilà, donc nous, on a des processus de recrutement sélectif. On voit chaque personne en entretien, ce qui est complètement différent, par exemple, de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes d'intermédiation où finalement personne n'est reçu en entretien. Donc nous, on voit chaque personne, on fait passer des tests, on demande des diplômes, on demande à ce que la personne ait eu des formations et on continue à les former en formation continue. Donc effectivement, c'est du sérieux, les parents peuvent être rassurés et ce sont des personnes qu'on accompagne tout au long de l'année. On fait aussi du recrutement de personnes en CAP petite enfance. On accompagne des jeunes, parfois issus des quartiers, et c'est une bonne nouvelle, parce que justement, on va les mettre dans un mouvement, on va les insérer professionnellement et parfois socialement, et ce sont des personnes qui restent avec nous et qui aiment leur job. Ça, c'est intéressant, vous dites des jeunes des quartiers, des jeunes filles des quartiers. J'ai remarqué d'expérience que les parents bloquaient sur les garçons et préféraient les filles. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, mais je pense que les temps changent et c'est sympa d'avoir un petit gars qui joue avec ses gamins, surtout quand on a une famille plus de garçons ou qu'on est une maman solo ou que tout simplement on fait confiance à une autre manière d'aborder les enfants et ça marche très bien avec les garçons. L'idée c'est de la formation, l'accompagnement, la formation continue pour leur permettre d'acquérir et puis le CAP petite enfance, là on est vraiment sur la puériculture sur des enfants en très bas âge parce que la CAP petite enfance c'est aussi la puériculture
puériculture, vous me le confirmez? Oui, alors il y a des leçons, effectivement, voilà, il y a des cours. Donc nous, on est en coordination avec pas mal d'organismes de formation et on est très proche de ces personnes-là. On sait exactement les cursus suivis. Ils vont en cours le matin, l'après-midi, ils gardent les enfants. C'est un bon, ça marche très bien, c'est un bon service. Concrètement, votre entreprise, combien d'agences, le maillage et la possibilité, parce qu'on parle beaucoup de la franchise qui est souvent un tremplin lorsqu'on est salarié, de se dire tiens, je deviens entrepreneur, mais avec des garde-fous, c'est assez confort. Ouais. Combien, c'est quoi la stratégie là aujourd'hui de Babichou? Vous savez, il y a encore beaucoup de naissances en France. Il y a eu 738 000 naissances en France, avec une petite hausse, on y revient. Et donc, on a 108 agences en France, 200 agences en 2025. Tel est notre objectif. On a besoin de s'appuyer sur des nouveaux porteurs de projets, des gens qui ont envie de donner du sens à leur métier. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir une belle reconversion professionnelle. C'est possible avec Babichou Service. C'est possible d'avoir une franchise, mais également plusieurs en multifranchise. Et la preuve, on a pas mal de nos salariés ou d'amis, de cercles différents qui le font. Donc l'esprit Babichou, c'est aussi ça. C'est quand même un esprit famille. Combien de salariés dans votre entreprise? Parce que vous partez de zéro en 98, 20 ans après, on en est à combien là? 6 000. 6 000 en comptant évidemment les babysitters. Mais on a également 300 salariés, collaborateurs d'agence, 80 franchisés. Donc on recrute beaucoup également en agence. Ça peut être des assistants d'agence, ça peut être des chargés de recrutement, des responsables d'agence. Donc rejoignez-nous. Ouais, c'est important de le dire parce que passant assez régulièrement devant une de vos enseignes, il y a aussi des gens à l'accueil qui, quand on ouvre la porte, doivent écouter la demande des parents, prendre des notes, essayer de cibler aussi la demande. C'est compliqué les exigences des parents ou pas? Non, mais dites-le franchement, voilà, c'est pas simple. On ne peut pas trouver une jeune fille qui parle, je ne sais pas moi, serbo-croate et qui fait du violoncelle et qui, voilà, ça il faut leur dire tout de suite, ça c'est pas possible. En revanche, des jeunes filles ou des garçons, justement, qui développent des talents, et d'ailleurs on a lancé une offre autour des mercredis découvertes avec le mercredi après-midi, plein d'activités pour les loulous, que ce soit effectivement du théâtre, de l'anglais et d'autres activités. C'est très demandé ça dans les grandes villes et à Paris. Exactement, mais partout en France. Et ça, on sait l'offrir avec nos babysitters. C'est elles qu'on reçoit en agence. Et ça, c'est super important. On est très proche de nos babysitters, garçons ou filles. Avant de nous quitter, c'est une question un peu naïve, même un peu. Mais vous êtes fiers du chemin que vous avez parcouru? Parce que c'est entre la maman qui galérait à garder ses enfants et celle qui dirige aujourd'hui 6 000, en tout cas au moins 350 collaborateurs en direct. Vous êtes fiers, non? Vous êtes arrivé à votre. J'ai un petit peu de mal à comprendre où on était arrivé, mais ça, là on est parti sur une très très belle. Et puis une progression. Hein. 2025, c'est combien? 200 agences 2025. Donc je suis fière, mais je suis fière de toute mon équipe et de mes franchisés aussi. Voilà. Merci Claire Lano, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Fondatrice, dirigeante, c'est écrit en 98. C'est une belle entreprise, Babichou Service. Vous voyez l'enseigne, c'est orange. Exactement. Oui, mais vous avez dit que je connaissais votre enseigne. Créée en 98 et elle recrute tant des babysitters évidemment classiquement, mais aussi elle est donc sur l'onglet parce qu'il y a aussi des collaborateurs d'agence qui sont là pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci. Merci. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Benjamin à la réalisation, merci à notre ami Mickaël au son évidemment, Mickaël, merci à Fanny Griesmer bien entendu et merci à Carla pour l'accueil invité. C'était toujours un plaisir de partager cette émission avec vous. Je serai là évidemment bientôt lundi pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.